Laurence Benamou. Bonsoir. C'est donc vous, celle qui passe sa vie à l'Élysée. Vous faites partie des très rares journalistes qui ont un accès libre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans le palais présidentiel. Vous êtes journaliste pour l'agence France Presse. Dans le jargon, on dit l'AFP. C'est cette agence qui informe tous les autres médias. Et vous sortez ce livre, voilà, sur ces 5 ans que vous avez passé justement à l'Élysée, Le solitaire du palais, le livre du quinquennat Macron. On vous arrache donc quelques minutes au président de la République. Le temps de cette interview, j'imagine que c'est le branle-bas de combat en ce moment. Oui, alors justement, juste je reviens à ce que vous disiez sur le fait qu'effectivement je travaille dans l'Élysée, mais je dois être avec une poignée d'autres agenciers, les seuls qui, dans cette forteresse militaire, ne travaillons pas pour l'Élysée. Nous sommes les seuls éléments extérieurs. Nous sommes journalistes dans une salle de presse qui se trouve dans ce bâtiment entouré de hauts murs et de cordons de gendarmerie. Et nous avons le droit d'y aller 24 heures sur 24. Nous sommes acceptés, mais nous sommes quand même des intrus quelque part. Oui, vous dites l'œil extérieur au cœur du secret. Les infiltrés, puisque grâce à ce badge particulier, spécial pour les agenciers, nous pouvons entrer dans cette salle, se retrouver dans le même environnement un peu clos qu'est l'Élysée, tout comme Emmanuel Macron et ses conseillers. Mais bien évidemment, nous sommes extérieurs et nous travaillons librement. Mais d'autre part, nous ne sommes pas évidemment dans le bureau du président. Nous n'avons pas accès à lui du tout 24 heures sur 24. Nous avons parfois accès aux conseillers. Parfois, nous pouvons nous engouffrer dans un cortège qui part en cas d'un imprévu, comme ça s'est produit pour Notre-Dame ou pour l'assassinat de Samuel Paty, souvent des circonstances dramatiques. Mais nous sommes à l'extérieur. Au plus près du pouvoir. C'est quoi l'ambiance en ce moment à l'Élysée? On imagine qu'entre Poutine, la campagne présidentielle, vous ne devez pas vous ennuyer. En ce moment, bien sûr, Emmanuel Macron et ses conseillers diplomatiques sont tournés vers la crise ukrainienne. Mais en même temps, comme c'est son habitude, le président de la République, il s'occupe aussi de la campagne, il regarde aussi ce que font les autres candidats. Vous n'avez jamais fait autant de briefs. Alors, sur ce qui est de l'international, il y a eu un changement de communication. Ça, c'est juste pour raconter la petite histoire. Tout au long du quinquennat, c'était quand même très, très discret, verrouillé. Et là, depuis un mois, nous avons des briefs, nous avons des comptes rendus des conversations qu'a eu Emmanuel Macron avec ses homologues, presque systématiquement, juste après les coups de fil. Ça, c'est nouveau. Ça montre bien qu'il veut montrer ce qu'on fait, il veut essayer de faire comprendre aux Français ce qu'il fait et se différencier ainsi de tous les autres candidats qui, évidemment, n'ont pas du tout ce même rôle. On est dans deux chemins parallèles qui n'ont rien à voir. Et vous étiez d'ailleurs à l'Élysée quand Emmanuel Macron a découvert que Poutine lui avait menti. On vous a rapporté son humeur qui devait être assez peu légère. Un mot résume cette humeur paranoïaque. Alors, oui, c'est donc hier soir, il y a eu un énième brief, cette fois-ci juste après l'annonce de Vladimir Poutine de reconnaître les républiques pro-russes du Donbass et d'y envoyer ses troupes, qui est exactement le contraire de ce qu'il avait dit Emmanuel Macron la veille encore, qui lui-même espérait pouvoir organiser un sommet. Et les conseillers diplomatiques reflètent l'humeur présidentielle, bien sûr, et ils nous ont dit hier soir, j'y étais pas, ça se fait dans des boucles WhatsApp où actuellement il y a des centaines de journalistes, parce qu'il y a une volonté de communiquer, il nous dit, le président Poutine est rigide et paranoïaque, nous n'avions jamais entendu de tels mots chez un diplomate, ça montre bien, évidemment il reflète l'humeur de celui qui décide, ça montre bien qu'il y a une colère. Une grande colère, une colère froide de la part d'Emmanuel Macron. Voilà. Le titre de votre livre, c'est Le solitaire du palais. Comment est-ce qu'on fait pour gouverner la France, être au plus proche des Français, comprendre au mieux les Français tout en étant à ce point isolé? Vous notez ça, hein, c'est quelque chose de très prégnant dans le livre. C'est très difficile. Visiblement, quand vous arrivez, je suis arrivée le 14 mai 2017, le jour de l'investiture. En même temps, si je peux dire, que Emmanuel Macron. Et on s'aperçoit très vite, en étant à l'intérieur, de l'aspect d'enfermement de ce lieu. Et des hautes murailles. Bien sûr. Et de la difficulté, quand vous dites quelque chose, quand vous ordonnez quelque chose, de savoir si c'est bien appliqué. Ça, c'est une grande inquiétude d'Emmanuel Macron. Sans cesse.
Et il dit, ses conseillers me racontent que quand il dit il faut que ça se soit fait, il craint toujours évidemment que ça ne soit pas fait. Et il n'a pas des moyens immédiats de vérifier que c'est fait, sauf quand il va sur le terrain et quand par hasard il s'aperçoit qu'il y a un décalage. Alors là, franchement, pour lui, je pense que c'est le pire. En 5 ans, vous avez traversé des événements, vous commenciez à le rappeler, l'incendie de Notre-Dame, les Gilets jaunes bien sûr, la pandémie. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Il y a quand même des crises étonnantes pendant ce quinquennat. Il y a eu des crises, je pense, tout à fait inédites. Il y a eu celles que vous avez citées, bien sûr, ce sont des crises, l'affaire Benalla, les Gilets jaunes, qui, vu de l'Élysée, c'est intéressant parce qu'on voit comment les conseillers et le président peuvent appréhender ou non une colère populaire. Ils la voient à travers les chaînes d'infos, finalement. Et pendant un bon bout de temps, je notais qu'ils étaient tous persuadés, ce qui veut dire jusqu'au sommet de l'État, que c'était peut-être pas fabriqué par les chaînes d'infos, mais alimenté, un peu exagéré, disons, par les chaînes d'infos. Comme s'ils sous-estimaient cette... Je pense que j'ai eu l'impression, en tout cas, qu'il y avait un certain déni. D'ailleurs, au tout début, quand nous faisons... Je dis nous sommes évidemment toute une série de journalistes qui suivons ces déplacements. Moi-même ou mon binôme de l'AFP, Jérôme Rivet, pour l'AFP. Donc l'AFP est toujours là. Et nous sommes dans le pool, le petit groupe de journalistes qui le suit. Et nous faisons généralement les notes pour tous les médias. Quand nous le suivons en 2018, il va visiter, je ne sais pas si vous vous rappelez, les cimetières de la guerre de 14 et voir les Français. Il y a des centaines de gens lui parlent de l'essence, du pouvoir d'achat, des retraites sur la CSG, etc. Et il a l'impression que non, il n'y a pas de colère, que c'est un épiphénomène. Il nous dit, mais non, mais il n'y a pas vraiment de colère. Et il va s'en apercevoir très lentement, en fait. Très lentement, jusqu'à l'incendie de la préfecture du Puy-en-Velay. Et vous rapportez cette phrase qui vous a marqué. « Ils vont peut-être me tuer d'une balle, mais jamais d'autre chose. » Alors cette phrase-là, il l'a dit à un proche, mais je ne l'ai pas entendu moi-même, puisque quand il va ce soir-là au Puy-en-Velay, ce soir d'hiver, auprès des gens de la préfecture, qui a été incendié par des gilets jaunes, il va sans presse. Dans certaines circonstances, il se passe de la presse et il préfère. Qu'est-ce que ça dit, cette phrase-là ? Une certaine angoisse qui monte à ce moment-là, c'est assez rare. Pour oui, parce que dans ce soir-là, il y a des gens qui tapent sur sa voiture, qui lui lancent des menaces de mort. Et là, il s'aperçoit qu'au fond, son pouvoir n'est pas si étendu et que si vraiment il y avait une émeute, son pouvoir pourrait tomber. Je pense qu'il y a des fantasmes, y compris chez les conseillers, de révolution de 1989, de tête sur les pics. Enfin, il y a une peur physique. Et d'ailleurs, à un moment, on leur fait visiter le bunker. Et on leur dit, vous pouvez vous réfugier là, ce jour du 8 décembre, où il y a des gilets jaunes autour, disons, dans les beaux quartiers de Paris, pour qu'ils ça montre la crainte. La crainte et l'angoisse qui montent. Vous qui êtes dans le secret des dieux, vous allez peut-être nous donner un scoop. Emmanuel Macron se présente quand ? Alors, je peux vous dire ce que les conseillers disent actuellement aux journalistes, c'est-à-dire que très probablement pas avant le Salon de l'Agriculture, c'est-à-dire la semaine suivante, la semaine prochaine. Il y a une limite qui est le 4 mars. Et donc avant, donc vous voyez que la fenêtre de tir, ça nous met en milieu... Voilà, en milieu de semaine prochaine. Entre lundi et vendredi. Lors d'un déplacement. C'est ce qui ressort, mais évidemment, c'est un secret, rien n'est confirmé, rien n'est affirmé. Pour l'instant, en tout cas, l'idée, c'est le plus tard possible. Merci à vous, Laurence Benamou, Le solitaire du palais. Voilà, le livre sur le quinquennat Macron, c'est chez Robert Laffont. Merci encore. Beaucoup. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarly, qui revient sur la situation, bien sûr, en Ukraine. Bonne émission.